très intéressant. Et bien sûr, planifier la surveillance au long cours d'une hypothyroïdie. Voici le plan que nous sommes assignés. Donc, tout d'abord, nous allons voir des généralités de l'anatomie, de la physiologie, de la physiopathie. On va essayer de voir les moyens d'exploration. On va parler surtout de la clinique et bien sûr, on finira par une conclusion. Tout d'abord, en généralité, vous savez que la thyroïde, c'est un petit organe, c'est une petite glande de 5 cm à peu près de diamètre qui pèse 20 à 30 grammes, qui est juste sur la peau, donc au niveau du cou, et elle est formée donc de deux parties. Euh, une partie centrale qu'on appelle donc vous avez les deux glandes droite et gauche, et vous avez une partie centrale qui les relie. Normalement, elle ne se voit pas quand on voit une personne de visu comme ça, mais elle peut être parfois, très rarement, donc palpée. Voici un peu comment est formée sous forme, donc sur le plan anatomique, sous forme d'un papillon. Donc, je disais tout à l'heure les deux lobes, gauche et droite, reliés par une partie centrale qu'on appelle l'isthme. Là, c'est la partie postérieure, vous voyez, parce que là, on voit les parathyroïdes qui sont au nombre de 4. Et cette glande est assez suffisante pour générer énormément donc, de troubles au niveau de l'organisme humain. Sur le plan physiologique, vous, vous savez pardon, que l'apport, elle me gêne un peu. Voilà, comment je vais faire? Je ne peux pas. Voilà. Donc, vous avez sur le plan physiologique, pour la synthèse des hormones, deux types d'apports d'iode. Tout d'abord, vous avez l'iode qui est endogène, donc qui se forme à l'intérieur de l'organisme, donc par phénomène de désodation périphérique et intrathyroïdienne. Et vous avez la source exogène qui est faite donc par de l'eau, par des aliments, notamment les crustacés et les poissons. Et bien sûr, vous avez les lettrages qui sont très importants. Réduisez le sang, s'il vous plaît. Mettez sous forme muet votre micro. Et donc, vous avez les laitages. Après ça, vous avez donc une captation de cette iode qui est donc formée. Il va être oxydé pour former donc de l'iodation de la tyrosine qui va être fixée dans la thyroglobuline. Et bien sûr, se forment des couplages de triiodotyrosine et de la tétraiodotyrosine, qui est donc la T3 et la T4. Et ces dernières vont être stockées donc, au niveau des vésicules pour être sécrétées par la suite. Elle ne veut pas bouger. Voici un peu la physiologie, comment se fait la régulation donc, de ces hormones au niveau de la thyroïde chez l'être humain donc, normal. Vous savez que au niveau donc, l'hypophyse est sécrétée et stockée aussi la TSH qui est boostée par la TRH qui est sécrétée donc, par l'hypothalamus et celle-ci donc la TSH va agir au niveau de la glande thyroïdienne pour sécréter donc ces fractions hormonales. Et ce sont ces fractions qui vont donc générer un peu une régulation au niveau de l'organisme. Donc à chaque fois qu'il y a une augmentation de la sécrétion, il va être inhibé. Et à chaque fois qu'il y a une diminution, il va être boosté. C'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle donc, thyroïdien. Sur le plan physiologique, ces hormones thyroïdiennes vont être transportées par certaines protéines qui se lient donc qui se lient avec, notamment vous avez la TBG qui est la thyroxine binding globuline et vous avez la thyroxine binding préalbuline
c'est l'hormone donc, qui est active, et la T4, c'est elle qui se transforme donc, en T3 pour devenir donc, active. Et ces hormones thyroïdiennes vont agir au niveau de l'organisme, bien sûr, par l'action notamment de la T3, pour essayer donc de développer le système nerveux central, pour stimuler le système nerveux sympathique. Donc, comme ça, on aura donc une augmentation de la fréquence cardiaque quand celle-ci agit au niveau du cœur, avec une augmentation du débit, bien sûr, cardiaque. Au niveau du muscle, elle va agir en augmentant la contraction musculaire. Au niveau du rein, elle va augmenter la filtration glomérulaire. Au niveau de l'os, comme vous voyez, vous avez ce qu'on appelle une augmentation donc, du remodelage osseux. Donc, il va y avoir une augmentation donc, de la résorption osseuse. Au niveau de la moelle, ça va stimuler donc, l'hémato-opoèse. Et bien sûr, au niveau des fonctions sexuelles, donc, elle va agir en augmentant donc, la libido. Sur le plan exploration donc, hormonale, vous avez les dosages hormonaux statiques et les dosages hormonaux dynamiques. Le premier bilan qu'il faut réaliser devant toute hypothyroïdie, c'est surtout donc le dosage pardon, de la TSH. Après, si cette TSH va être donc augmentée, on pourra donc demander éventuellement après un dosage de l'hormone T4 ou la thyroxine libre. Et bien sûr, certains tests de stimulation seront très intéressants, notamment chez les enfants qui naissent avec une suspicion d'hypothyroïdie. Sinon, pour les restes, ça n'a pas donc d'indication. Il est intéressant aussi de doser certaines hormones, donc certains anticorps, pardon, certains produits non hormonaux, notamment les antithyroperoxydases, qui sont très intéressants pour diagnostiquer ce qu'on appelle donc l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Et là, nous confirmons un peu l'origine auto-immune de cette pathologie. Vous avez aussi d'autres moyens d'exploration que sont l'échographie, mais elle est rarement prescrite, l'échographie. L'échographie, dans ce cas, elle va nous renseigner un peu sur l'écostructure de la glande, sur la présence ou non de nodules, et bien sûr, elle va nous donner une idée sur cette glande. Ce qui est intéressant, c'est surtout la scintigraphie, mais cette scintigraphie est beaucoup plus intéressante dans surtout l'hyperthyroïdie, pas dans l'hypothyroïdie. Pourquoi? Parce qu'elle va nous renseigner sur l'état fonctionnel de la glande, c'est pas sur l'état morphologique de la glande. Parfois, vraiment exceptionnellement, sont donc pratiqués le scanner dans certaines situations. Sur le plan donc, pathologie, cette hypothyroïdie sera définie donc, par l'ensemble des signes cliniques et biologiques qui vont engendrer donc un défaut, une réduction de synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, il s'ensuit donc un ralentissement donc, du fonctionnement du métabolisme de l'organisme. Cette hypothyroïdie est une situation quand même pathologique d'imprégnation insuffisante de l'organisme en hormones donc, thyroïdiennes. C'est l'endocrinopathie la plus fréquente donc, en matière donc, de pathologie endocrinienne et elle peut toucher toutes les tranches d'âge et elle se présente sous deux formes, soit sous forme congénitale, soit sous forme acquise. La forme congénitale, c'est celle qui est donc trouvée chez les enfants à leur naissance. C'est pour ça que très souvent, il est recommandé actuellement de faire un dosage de la TSH chez les nouveau-nés. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout l'hypothyroïdie acquise, qui touche surtout donc l'adulte et le grand enfant. Là, elle touche quand même un pourcentage assez intéressant
population. Et bien sûr, plus on prend de l'âge, plus ce pourcentage donc, est élevé. Cette maladie peut être donc soit primitive, due au fonctionnement donc, de la glande elle-même, et dans ce cas, on l'appelle hypothyroïdie primaire ou périphérique, ou soit elle peut être secondaire, et dans ce cas, elle est en rapport avec une insuffisance de l'axe hypothalamo et hypophysaire. Et celle-ci peut être aussi appelée soit une insuffisance thyréotrope ou soit une hypothyroïdie centrale. Dans ce cas, on prendra comme type de description la forme la plus complète et la plus fréquente, qui est donc celle de la femme adulte avec atteinte standard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complications qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est le début. Dans ce cas, il est lent, il est très progressif, il est insidieux, et nous nous retrouvons devant un tableau clinique fait pratiquement d'un tableau de ralentissement de l'idéation, d'une asthénie physique et psychomotrice avec de la frilosité, pardon. Et généralement, ces gens-là prennent du poids, quand même un poids qui est pris en, sur un sujet qui est pratiquement en anorexie. Contrairement à celui qui est hyperthyroïdien, généralement, ces gens-là aussi, même s'ils sont polyphagiques, s'ils mangent beaucoup, donc jamais de poids. Et devant donc, ce tableau, on discutera les autres signes cutanés, notamment le myxodème, qui est une infiltration cutanomiqueuse pseudo-œdémateuse qui est fermée élastique. Généralement, on appelle un faux œdème, donc il ne prend pas le godet. Et très souvent, le patient hypothyroïdien, c'est un patient qui a un visage lunaire. Il a un visage qui est bouffi, arrondi. Généralement, les lèvres sont épaissies, le nez très large, donc il est élargi, les mains et les doigts sont boudinés, infiltrés, avec parfois un tremblement des creux susclaviculaires et axillaires. Et très souvent, le type, il a une voix rauque et souvent, il ronfle donc le soir. Parfois, on peut retrouver donc des vertiges d'hypoacosie avec parfois des bourdonnements d'oreilles, ces gens-là, quand ils sont au stade avancé. Les troubles cutanés et phanériens qu'on peut trouver aussi peuvent être un type de peau sèche, froide, une desquamation, une diminution de la sudation, très important. Le teint, il est orangé, jaune orangé plutôt, c'est ce qu'on appelle le teint caroténoïde. Parfois, les cheveux sont cassants, ainsi que les ongles, et on note pratiquement une raréfaction de la pilosité au niveau axillaire et pubien. Vous avez aussi des signes cardiovasculaires, notamment des bruits du cœur qui sont associés avec une bradycardie, et tendance donc à l'hypotension systolique, hypotension artérielle, pardon. Vous avez aussi des signes neuromusculaires à type de crampe. La force musculaire, elle est réduite et très souvent, nous nous retrouvons devant un patient qui a un signe de tabouret qui est positif. C'est-à-dire que ce patient-là, il ne peut pas, quand il s'accroupit, il ne peut pas se relever. Donc, il a pratiquement un déficit musculaire au niveau proximal. Vous avez aussi un ralentissement des réflexes ostéotendineux et un syndrome du canal carpien à qui il s'associe donc des extrémités qui sont paresthésiques. Les autres signes, donc on peut aussi noter des signes ostéoarticulaires, on peut noter aussi des épanchements articulaires, on peut aussi noter un tableau d'embarras gastrique, un tableau d'embarras digestif avec de la constipation et du ballonnement.
la libido chez les hommes, donc, et une galactorie qui est très fréquente chez les femmes. Le reste de l'examen est pratiquement sans particularité, mais cependant, il est toujours intéressant de rechercher un peu les autres signes d'auto-immunité. Quant au volet donc examen complémentaire, nous avons pratiquement trois types d'examens. Nous avons des examens d'orientation, nous avons des examens de confirmation et nous avons des examens donc étiologiques. Les examens d'orientation sont surtout donc les examens biologiques et dans ce cas, nous avons une anémie qui est modérée, normocytaire normochrome, très souvent en rapport par une réduction de la stimulation de l'hématopoïèse. Quand on avait signalé l'action de la FT3 au niveau donc, de la moelle, rappelez-vous, j'avais dit que celle-ci, quand elle est sécrétée de manière importante, elle peut générer donc une augmentation de l'hématopoïèse. Du moment qu'il y a une réduction de la production de ces hormones, donc il va y avoir donc une réduction de l'hématopoïèse et celle-ci donc va se manifester par une anémie normocytaire normochrome. On a aussi une tendance à l'hypercholestérolémie, pardon, avec une tendance à l'hyponatrémie. Et souvent, le type de patients peuvent avoir l'allure d'une personne qui est musclée. Mais il y a de l'infiltration sous-cutanée, c'est-à-dire qu'il y a du myxœdème. Et cette infiltration qui est donc à la base des anomalies, notamment musculaires, avec lyse et augmentation donc, de ces enzymes musculaires, notamment les CPK et les LDH. Parfois, nous retombons devant une hyperprolactinémie qui est très souvent donc modérée. Les examens cardiovasculaires, ils vont donc inclure la pratique d'un ECG, d'une radiographie du thorax et d'un échographe ou d'une échographie transthoracique. C'est ce qu'on appelle les composantes du cœur mixtionné, les initiales BIP. BIP, c'est les initiales donc, du cœur myxodomateur, c'est-à-dire P pour la bradycardie, I pour l'insuffisance coronarienne et P pour la péricardie. Après, les autres examens, ils sont d'une utilité vraiment minime. Voici un peu un tableau qui résume un patient ou l'aspect d'un patient donc, hypothyroïdien. Donc, hop, regardez ici donc, ce qu'on appelle l'infiltration donc, sous-cutanée, myxodomateuse. Vous avez ici donc, la langue qui est hypertrophiée. Là, c'est un faciès lunaire, donc hypothyroïdien, avant le traitement, mais regardez un peu la transformation donc, après un traitement par donc, les hormones thyroïdiennes. Là, vous avez l'aspect arrondi, donc le faciès rouge, jaune orangé, donc avec ce qu'on appelle ici un signe de la queue sourcil. Donc, vous avez pratiquement une perte donc, du sourcil au niveau des parties externes des deux yeux. Et quant au bilan donc, hormonal de confirmation, celui-ci repose sur le dosage, bien sûr, de base de la TSH et de la FT4. Il est, inadmissible chez certains collègues, notamment dans le privé, de demander ce qu'on appelle le bilan en vrac. Donc, quand ils suspectent une hypothyroïdie, donc ils vont demander et la TSH et la
alors que dans ce cas-là, c'est un bilan qui est donc demandé pour rien du tout et qui va être donc pratiquement ruiner le patient sur le plan pécuniaire. Et le seul paramètre qui est indiqué en matière de suffisance d'hypothyroïdie, c'est le dosage donc, de la TSH, j'insiste. Et si le dosage, quand vous le faites, il revient anormal, c'est-à-dire là, vous aurez, par exemple, un taux qui est supérieur à la limite supérieure, c'est-à-dire limite qui est de 10 milliunités par litre, là, on demandera la FT3. Sinon, FT3, le F, c'est pour le free, donc c'est la fraction libre de la thyroxine. Donc, les dosages, comme je disais tout à l'heure, des trois hormones, notamment parce que c'est injustifié. Et vous voyez que j'ai mis en gras que le dosage de la T3 n'a aucun intérêt donc, pour le diagnostic de l'hypothyroïdie. Et en pratique, on demandera un dosage de la thyroxine libre et un dosage de la TSH si la TSH au début, donc, elle est élevée. Le diagnostic positif reposera donc sur la mise en évidence de taux abaissés d'hormones thyroïdiennes et bien sûr d'un taux de TSH qui est élevé. Les autres examens, donc à visée étiologique, nous demanderons donc les anticorps antithyroïdiens, notamment, j'insisterai surtout sur les anticorps anti-TPO, donc antithyroperoxydase, qui seront très souvent positifs, notamment dans donc, Hashimoto. On demandera aussi certains examens morphologiques, mais dans certaines situations, notamment dans la thyroïdite auto-immune d'Hashimoto, et dans ce cas, on observera une thyroïde qui est hypoécogène, qui est globuleuse et où les contours donc, sont très bosselés. La scintigraphie, dans ce cas, elle est indispensable, donc il permet donc de préciser les données de l'échographie. Quant aux formes cliniques, donc, nous pouvons nous retrouver devant des formes symptomatiques, notamment les hypothyroïdies frustes ou infracliniques. Et dans ce cas, celle-ci est définie donc par un taux élevé de TSH, au-delà de la limite à 4 milliunités par litre, mais cependant, nous aurons un taux normal de la FT4. Et ce taux normal nous permet donc de définir soit une hypothyroïdie infraclinique ou une hypothyroïdie qui est occulte. Vous avez aussi les formes monosymptomatiques qui sont très trompeuses, notamment quand vous avez de l'œdème au niveau des membres inférieurs, quand le patient vous vient pour un syndrome dépressif, alors quand vous dosez, vous essayez toujours de doser et lier tout ça à un problème de ralentissement, donc de l'idéation, du fonctionnement du métabolisme de base. Quand vous avez parfois un syndrome d'aménorrhée galactorée, le syndrome du canal carpien aussi est très intéressant. Il nous permet donc d'attirer notre attention sur ce qui ronflent le soir, donc qui ont des syndromes d'apnée du sommeil aussi, peuvent avoir aussi un taux élevé de TSH et donc recourir à un traitement médical. Parfois, c'est des troubles du rythme qui sont isolés et bien sûr, même devant une anémie normocytaire, normotrompe et qu'on essaye de traiter qui résiste au traitement martial, pensez donc au diagnostic de l'hypothyroïdie. Et comme aussi forme symptomatique, nous pouvons avoir la forme donc, du nouveau-né qui est rare actuellement et elle s'accompagne très souvent donc, par l'existence d'un goitre. Pour les formes selon le terrain,
forme de l'homme, notamment. Et là, en plus du myxœdème qui existe, il peut y avoir donc, des troubles de la fonction sexuelle, donc une baisse de la libido, parfois des troubles donc de la fonction érectile. Chez la femme enceinte aussi, c'est une cause qui est grave et il faut essayer, faut toujours y penser, essayer de la diagnostiquer parce que là, les choses ne sont plus les mêmes qu'avec la femme en dehors de la grossesse parce que là, les objectifs sont différents et là, il faut essayer toujours de réduire à moins de 2,5 le taux de la TSH et bien sûr d'augmenter un peu les besoins parce qu'il y a une augmentation des besoins. Donc, cela nous permet donc d'augmenter en pourcentage le dosage, la posologie du traitement. Vous avez aussi la forme du sujet âgé. La forme du sujet âgé, elle est très difficile à diagnostiquer. Pourquoi? Parce que c'est des formes qui sont polysymptomatiques, qui ont des similitudes avec les signes ou les manifestations du vieillissement. Très souvent, nous tombons devant un ralentissement psychique qu'on peut donc coller à de l'âge, à l'augmentation de l'âge, mais en réalité, c'est beaucoup plus donc une hypothyroïdie qui s'installe en catiménie et dans ce cas, il faut doser la TSH et pensez toujours à doser la TSH pour éventuellement proposer un traitement à cette classe donc, de personnes. Vous avez aussi donc pardon, les autres causes, notamment les dysgénésies thyroïdiennes. Vous avez aussi les hypothyroïdies donc, iatrogéniques ou post-thérapeutiques, notamment quand on fait une ablation totale, une thyroïdectomie totale ou partielle donc, par voie chirurgicale. L'action aussi de l'iode, et notamment pour certaines maladies de la thyroïde, telles que la maladie de Basedow, est très donc, répandue et très souvent, l'installation de l'hypothyroïdie se fait plusieurs années après l'irathérapie et donc, dans ce cas, il faut y penser. Certains médicaments aussi, tels que les antithyroïdiens de synthèse et l'acordavone, peuvent engendrer aussi une hypothyroïdie. Vous avez aussi les thyroïdites, qu'on a cité tout à l'heure, la thyroïdite d'Hashimoto, qui est en rapport donc, avec une destruction du parenchyme due à la formation de certains anticorps, donc des anticorps anti-TPO, et c'est surtout l'apanage donc, de la femme, et ceci va engendrer très souvent soit un goitre, donc une augmentation du volume de la thyroïde, soit pratiquement une réduction significative donc de ce volume de la thyroïde. Vous avez aussi la deuxième thyroïdite qui peut être citée, c'est celle de Decker-20. C'est quoi cette thyroïdite de Decker-20? Eh bien, c'est pratiquement une thyroïdite qui est due à un processus viral. Donc, c'est surtout suite à un syndrome grippal. Donc, ça va engendrer de la thyroïde qui est non suppurative et non immunitaire. Et dans ce cas, on va venir un tableau d'hypothyroïdie. Vous avez aussi chez les sujets âgés les involutions thyroïdiennes, donc avec de l'âge, on peut avoir donc une réduction de la taille et du volume de la thyroïde. Et donc, ça va s'involuer. Vous avez aussi les hypothyroïdies secondaires à une atteinte donc, de l'axe central, de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Quant au traitement, devant toute hypothyroïdie, il faut proposer un traitement substitutif à vie, c'est-à-dire une opothérapie substitutive. Et très souvent, ce qui est recommandé, ce qui est donné, vous la connaissez sur le marché, c'est la L-thyroxine ou l'évothyrox. Ça peut
en gouttes, soit en comprimé. Les gouttes, c'est les gouttes sont pratiquement, la goutte, elle est l'équivalent de 5 microgrammes et 5 microgrammes, c'est l'équivalent donc d'un cinquième de comprimé de levothyrox dosé à 25 microgrammes. Il y a aussi les associations de FT3 et FT4 et parfois, quand vous tombez devant une hypothyroïdie à T4 ou FT4, là, on peut donner donc de la triiodothyronine, c'est-à-dire la T3 ou sinon même. Quant aux règles de prescription, il faut toujours conseiller le patient à prendre à jeun et il faudrait qu'il attende au moins 30 minutes pour pouvoir prendre son café, pour une meilleure biodisponibilité, bien sûr, du produit. Chez les sujets âgés ou chez les sujets donc atteints d'une maladie cardiaque, une surveillance cardiologique rigoureuse, elle est de mise, notamment soit par l'ECG, soit par carrément donc l'ECG et la clinique. Et dans ce cas, c'est cette frange de personnes, nous préconisons donc une instauration du médicament vraiment à très faible risque. C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment mollo à dose progressive pour essayer d'atteindre l'objectif. Sinon, vous savez que c'est un sujet qui a une atteinte cardiaque, très souvent, protégé contre l'aggravation de cette atteinte cardiaque. Pourquoi? Parce que vous avez une réduction du débit cardiaque et dans ce cas, si vous remettez le cœur à fonctionner normalement, il va avoir donc une augmentation du débit cardiaque, il va avoir s'ensuit une augmentation de la consommation du myocarde en oxygène et donc ça va engendrer de l'ischémie cardiaque et donc avec un risque d'infarctus et de mort subite. Bien sûr, il va falloir surveiller ces gens-là par un bilan et très souvent, ce qui est préconisé, c'est un dosage de la TSH au bout de 2 à 3 mois. Donc, à chaque fois qu'on veut réajuster le traitement, on demande un dosage et donc, mais avant de finir, puisqu'on est au mois de Ramadan, je pense que parmi nous tous et parmi vous toutes et tous, vous avez des parents qui sont sous traitement donc d'hypothyroïdie. Et ma question est la suivante. Moi, je vais vous poser cette petite question. Comment vous voyez la méthode ou la manière de prise du médicament, de ce médicament, pendant le mois de Ramadan? Essayez de me répondre. Je me reprends.